sur le monticule et bienvenue dans First Pitch. First Pitch, le calendrier de la vente First Pitch. Et oui, on a décidé de faire un petit format spécial en cette fin d'année. Un jour, une case. Vous connaissez le principe? Bon, au lieu de chocolat, ce coup-ci, vous aurez une petite histoire de baseball. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Imaginez, nous sommes le 19 juin 1846, un vendredi d'été. Il fait beau sur les Elysian Fields de Hoboken, dans le New Jersey. Un parc verdoyant, élégant, une vue bucolique. Oui, cette vue, sur New York. Mais attention, hein, pas le New York des buildings. Hein. Tout au plus, c'est quelques bâtiments dans un cadrage que l'on connaît bien. Vous savez, ces rues à angle droit et traversées par Broadway. Au plus, c'est quelques églises qui s'élèvent dans la skyline de 1846, juste de l'autre côté de l'Hudson River. Bon, alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, sous les arbres, là, il y a un petit groupe d'hommes en pantalon large, chemise claire, bretelles et chapeau de feutre. Ambiance Charlie Ingalls, le dimanche. Vous voyez, la petite maison dans la prairie. Bon. Devant quelques curieux, il trace un losange dans la terre battue. Quelle drôle d'idée! 4 sacs de sable font office de coin. Bon, ce petit groupe de gentlemen s'appelle les Knickerbockers de New York. Tiens donc, je sais que ça vous rappelle quelque chose, mais ça, c'est une autre histoire encore. Bref, face à eux, une équipe voisine du New Jersey, les New York Nine, comme on les surnomme parfois. Et c'est un certain Alexander Cartwright qui a codifié tout ça. Le jeu démarre. Le lanceur avance, lance la balle sous son bras et pop! Le son sec, net, d'une balle frappée par un morceau de frêne. La balle file dans l'herbe, le coureur s'élance, virevolte autour du premier sac. Et voilà, ce jour-là, sans le savoir, ils sont en train d'écrire la première page d'une longue histoire, d'un jeu qui n'a pas encore de nom bien définitif. Mais comment en est-on arrivé là, me direz-vous? Remontons un peu dans le temps. Partons dans le Moyen Âge, en Europe. On joue à des jeux de batte et de balle. En Angleterre, en Irlande, en Écosse, dans les Flandres, dans la Saxe, en France, en Francie. Les noms varient selon les villages. Stool ball, rounder, trap ball, tutball, dog and cat. Les règles changent d'un clocher à l'autre, mais l'idée reste la même. On frappe une balle, on court vers un refuge, un endroit safe, une base, et tant qu'on y est, on est en sécurité. Et pour frapper, on utilise tout ce qu'on trouve sous la main. Un manche à balai, un tesson de bois, une branche un peu droite et même des haches. Allez, bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce qu'on appelle aujourd'hui une batte et qui peut envoyer la balle loin. Les peuples européens ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les bat and ball games. Mais bon, au Moyen Âge, c'est le bordel. Chacun ses règles et chacun dans son coin. Mais l'idée est là, on a quelque chose. Faisons désormais un saut dans le temps. Direction le XVIIe siècle, et un petit bateau qui quitte l'Europe. Il s'appelle le Mayflower. Il arrive avec à son bord 102 passagers, dont 35 puritains anglais, et des familles catholiques venues des Flandres, quelques Anglais, bref, les premiers colons. Une colonie s'installe dans le Massachusetts, près de Cape Cod. C'est le début. Puis doucement arrivent dans leur sillage des Irlandais, des Allemands, des Scandinaves, bref, toute l'Europe miséreuse veut s'installer dans ce nouveau monde. Ces gens-là n'ont pas seulement emporté des bibles et des outils, quand ils en avaient, oui, parce que ces fameux 35 puritains du Mayflower, eux, ils étaient venus qu'avec des bibles. On y reviendra. Enfin, pour passer le temps, ils ont aussi apporté leur jeu, aussi rudimentaire que possible, parce que oui, les places coûtent cher dans les bateaux. Alors, pas question de prendre tous vos boîtes de jeux. Il fallait prendre quelque chose de réplicable, un peu partout. Et voilà. Comme l'Amérique elle-même, ces jeux vont se mélanger, s'adapter, se transformer. Dans les colonies, chacun joue un peu comme au pays. Un runder irlandais ici, un stootball flamand autour d'une église, une variante allemande dans un champ. Bref, tout le monde joue. L'Amérique n'est pas encore un pays, mais n'a pas encore de pays. Pas de sport non plus. Mais on a les prémices d'une nation.
et sans doute les prémices d'un sport. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais pour le moment, ça change pas trop d'avant. Et attendez, j'y arrive. De nouveau, saut dans le temps. Et on arrive au 19e siècle. L'Amérique grandit, les villes s'étendent, les communautés se mélangent et l'idée d'un pays uni émerge peu à peu. Et oui, rappelez-vous ces colons, ils avaient posé des règles déjà. Et Abraham Lincoln, plus tard, donnera un sens à toute cette unité. Oui, il fera de Thanksgiving une fête nationale, en mémoire d'un repas partagé entre les colons du Mayflower et les peuples autochtones, qui chacun unissèrent leurs forces pour survivre dans cet hiver rugueux, enfin, dans ces hivers rugueux. Bref, c'est un symbole très fort de l'union entre les cultures différentes, de ces peuples qui font l'Amérique. Cette unification, ce melting pot, cette volonté de se rassembler. Le baseball va la vivre exactement de la même manière. Revenons à New York, 1840. Des clubs de gentlemen se réunissent. Ils discutent, ils échangent. Et ils décident qu'il faut ordonner ces dizaines de variantes venues d'Europe, uniformiser ces jeux, fixer des règles communes, faire de ce patchwork un seul sport. Et c'est ainsi qu'on retrouve notre ami Alexander Cartwright, membre des Knickerbockers, qui codifie le jeu en 1845. Comme les colons du Mayflower ont posé des règles pour vivre en communauté, ici, on pose des règles pour s'affronter entre gentlemen. 3 retraits par manche, 9 contre 9, un vrai diamant et la première forme d'arbitrage moderne. Alors oui, si l'on appelle le baseball American Pastime, ce n'est pas seulement parce que des générations entières ont joué à ce sport dans leur jardin, c'est parce que le baseball raconte la construction d'un pays, un sport né de peuples venus d'ailleurs, harmonisé par un effort commun, bâti sur une idée forte, créer l'unité à partir de la diversité. Le baseball n'est pas né d'un seul homme, pas d'un génie isolé à Copperstone. Hashtag Nesmith. Il est né de peuples, de transmission, de transformation, de compromis, comme les États-Unis. Voilà comment, sur ces Elysian Fields de Hoboken, en 1846, en traçant un simple losange dans la terre, en posant 4 sacs de sable, des hommes ont donné naissance à un sport qui allait devenir bien plus qu'un jeu. Et 10 ans à peine passent. Et force est de constater que c'est un véritable engouement qui s'empare de la région de New York. En 1857, un journal parle déjà de National Pastime, de ce National Game, qui unit les foules autant qu'il structure les clubs. Toujours en 1856, 16 clubs de New York et des environs décident d'aller encore plus loin. Ils fondent la première instance dirigeante de l'histoire du sport, la National Association of Baseball Players. Pour la première fois, un organisme officiel régit les règles, fixe les distances, établit un cadre commun. L'unification est totale. Le baseball n'est plus seulement un jeu populaire, il devient un véritable sport, le sport de la jeune nation américaine. C'est tout pour cette case du jour. J'espère que ça vous a plu. Pour le coup, joyeux Noël. On se retrouve très vite pour la prochaine case.